الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être sur Futur TV. Voici les titres de ce journal. Massacre dans une école au Pakistan, au moins 130 morts, en majorité des écoliers. Il y a de nombreux blessés. Les 6 assaillants ont été tués. Le Premier ministre évoque une tragédie nationale. L'Australie sous le choc après la prise d'otage qui a fait 3 morts, dont le ravisseur. À l'heure du recueillement, beaucoup d'incertitudes demeurent quant au parcours et aux motivations du ravisseur. Les forces libanaises suspendent leur participation à la sous-commission sur la loi électorale. Le parti de Samir Jarja attend désormais la convocation d'une réunion parlementaire. Et selon le baromètre de Reporters sans frontières, en 2014, 66 journalistes ont été tués dans le monde, 119 ont été enlevés, 178 ont été emprisonnés, 40 demeurent retenus en otage. C'est un véritable massacre qui a été perpétré ce matin dans une école de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Un groupe d'insurgés talibans a attaqué l'établissement pour enfants de militaires. Bilan, au moins 130 morts, dont plus d'une centaine d'élèves. Tous les assaillants ont été tués. Des parents cherchant désespérément leurs enfants dans ces ambulances qui arrivent à l'hôpital militaire de Peshawar. La plus grande ville du nord-ouest du Pakistan vient de vivre l'une des pires attaques perpétrées par les talibans. Ils ont pris pour cible une école gérée par les militaires. Bilan, près de 130 morts, dont une centaine d'enfants, tués pour la plupart d'une balle dans la tête. L'attaque, qui a duré plusieurs heures, a débuté ce matin lorsque 5 talibans déguisés en militaires ont pris d'assaut l'établissement, situé dans les faubourgs de la ville et à la lisière des zones tribales. L'école était en pleine séance d'examen et jusqu'à 500 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'attaque. Dès qu'on a entendu les premiers tirs, notre prof nous a assis dans un coin et nous a dit de mettre notre tête entre nos genoux pour se protéger. Au bout d'une heure environ, quand les tirs ont commencé à faiblir, des militaires sont venus nous sortir de là. Quand on est sorti dans le couloir, on a vu nos amis qui avaient été touchés, certains de 3 ou 4 balles, certains déjà morts, d'autres blessés. Il y avait du sang partout. Selon un professeur, les militaires auraient mis une demi-heure pour intervenir. Ils étaient encore en fin de matinée en pleine intervention contre les assaillants. L'assaut a immédiatement été revendiqué par le mouvement des talibans du Pakistan, principal groupe rebelle islamiste du pays. Il dit vouloir ainsi venger l'offensive militaire en cours contre lui dans la région. Cette attaque est l'une des plus sanglantes perpétrées ces 10 dernières années au Pakistan et déjà l'une des plus marquantes car les talibans ont visé les enfants des soldats qu'ils combattent. UNICEF condamne toutes les attaques contre les enfants et l'éducation des enfants. C'est un non-respect des principes fondamentaux de l'humanité qui ne peut en aucun cas être justifié. C'est évidemment un événement très tragique et grave. François Hollande a quant à lui qualifié l'attaque d'ignoble. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui vient de se produire au Pakistan. Un acte terroriste qui touche une école, avec plus de 100 enfants morts, avec cette volonté de détruire le savoir et la jeunesse. Face au terrorisme, nous devons nous mobiliser chaque jour. Le terrorisme, c'est cette infamie qui s'en prend à tout ce qui vit, à tout ce qui peut être source d'espoir. Nous devons affirmer là au Pakistan notre solidarité, notre fraternité. Et nous devons dire à toutes celles et à tous ceux qui sont frappés par ce drame, les parents de ces enfants, que nous sommes à leur côté, que la France est à leur côté. Un porte-parole des assaillants a déclaré que ces hommes avaient pour instruction de ne pas cibler les enfants. Il n'en reste pas moins que c'est une école qui a été visée cette fois. L'Australie aussi sous le choc après la prise d'otage qui a fait hier 3 morts, dont le ravisseur Manaron Monis, un immigré d'origine iranienne. Des milliers de personnes ont afflué vers Martin Place. Ils sont venus se recueillir, signer les livres de condoléances, comme le Premier ministre Tony Abbott et sa femme qui ont déposé une gerbe de fleurs. Le grand moufti australien est aussi venu et a condamné une nouvelle fois la prise d'otage. À l'heure du recueillement, comme vous le voyez à l'écran, de nombreuses questions surgissent sur l'identité du preneur d'otages, son parcours, ses motivations. Manaron Monis, était-il un terroriste
ou un individu mentalement instable, ou les deux à la fois. Il reste encore beaucoup d'incertitudes aussi sur les deux victimes. Comment sont-elles mortes? À cause des tirs de la police ou du ravisseur? Une enquête a été ouverte. Je vous le disais en titre, les forces libanaises suspendent leur participation à la sous-commission sur la loi électorale. Une annonce du député FL Georges Adouane qui a affirmé ce matin que son parti attendait désormais la convocation d'une réunion parlementaire. La sous-commission avait tenu aujourd'hui sa 5e réunion sous la présidence du député Robert Ranem et en présence de représentants des différents blocs parlementaires. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, a appelé ce mardi les Libanais à élire un président loin de toute ingérence étrangère. Le diplomate s'exprimait après un entretien avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Il a également estimé que davantage de retard dans l'élection d'un président provoquerait l'instabilité et l'érosion de l'institution de la présidence. Et il a par ailleurs salué la tolérance et la générosité dont a fait preuve le peuple libanais en accueillant les réfugiés syriens. L'ambassadeur des États-Unis a enfin redit le soutien de Washington au Liban pour aider le gouvernement Salam à faire face aux défis humanitaires et sécuritaires. Le chef des Kataeb a appelé ce mardi à des négociations pour obtenir la libération des militaires retenus en otage par les djihadistes. Amin Gemayel s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le président du Parlement Nabi Berri à Ain Tinné. Il a dit déployer tous ses efforts pour garantir la libération des otages et a souligné la nécessité de coopérer avec tous ceux qui peuvent aider à résoudre ce dossier. Je vous rappelle que 25 policiers et soldats sont retenus depuis début août par les islamistes du Front Al-Nosra et du groupe État islamique dans les jures de Dersal. 4 ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. Dans le reste de l'actualité, 2 jours de combat pour le contrôle de la base militaire syrienne de Wadi Daif tombée hier aux mains des insurgés islamistes. Et ce bilan, une centaine de morts parmi les forces gouvernementales et environ 80 dans les rangs rebelles. Les forces régulières syriennes qui étaient encerclées dans la base de Wadi Daif depuis 2 ans avaient réussi jusqu'alors à repousser les assauts. 120 soldats du régime de Bachar el-Assad ont été faits prisonniers par le front Al-Nosra. Maintenant, selon le baromètre de Reporters sans frontières, en 2014, 66 journalistes ont été tués dans le monde, 119 ont été enlevés et 178 ont été emprisonnés. À ce jour, 40 journalistes sont otages. Le nombre de tués a baissé donc de 7% par rapport à 2013. Les pays les plus meurtriers sont la Syrie, les territoires palestiniens, l'Ukraine, l'Irak et la Libye. Reporters sans frontières souligne une instrumentalisation de plus en plus grande des exactions contre les reporters, avec l'objectif pour ceux qui les perpètrent donc d'empêcher l'information indépendante et de dissuader les regards extérieurs. Explication. Ce container, il illustre de manière générale la situation de ces journalistes en détention, 178 dans le monde. Il fait référence à des faits réels. En Érythrée, l'Érythrée c'est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse, un tout petit pays dans la Corne de l'Afrique où il y a 30 journalistes en prison, dans des camps, avec des containers dans lesquels parfois on les torture. C'est un pays où par ailleurs il y a 10 000 détenus politiques. Restez des nôtres au retour de la pause. Coup de filet contre une organisation raciste d'extrême droite en Israël. Retour sur le plateau de l'info, 10 militants d'extrême droite ont été interpellés par la police un peu partout en Israël et en Cisjordanie. Ils ont été présentés ce mardi matin devant un juge qui a prolongé leur détention provisoire pour incitation à la violence sur la base du racisme. Ils appartiennent à l'EAVA, une organisation qui s'oppose à la coexistence entre juifs et arabes. La semaine dernière, 3 jeunes membres de l'organisation ont été interpellés par les services de sécurité. Ils ont reconnu avoir incendié une classe de l'école bilingue Max Rein de Jérusalem et avoir inscrit sur les murs de l'établissement des slogans racistes. Et en bref, dans le reste de l'actualité, un défilé contre l'islamisation et les demandeurs d'asile criminels. Ces images ont été tournées hier soir à Dresde en Allemagne. 15 000 personnes ont défilé, pour la plupart des militants d'extrême droite, partisans de Pediga, un mouvement islamophobe né en octobre et qui réclame un durcissement du droit d'asile. 3 personnes sur 4 craignent une montée en puissance de l'islam radical en Allemagne et une majorité d'Allemands pense que le pays accueille trop de réfugiés.
Et des milliers de Vénézuéliens ont défilé à Caracas, la capitale, à l'occasion du 15e anniversaire du référendum approuvant la constitution de la République bolivarienne. Le président Nicolás Maduro a fustigé les sanctions votées par le Congrès américain contre des responsables vénézuéliens impliqués dans la répression des manifestations contre le pouvoir entre février et mai 2014. Li Keqiang est à Belgrade, c'est le premier chef de gouvernement chinois à se rendre en Serbie en 28 ans. Il participe ce mardi au 3e sommet économique annuel Chine-Europe de l'Est, une région où Pékin souhaite y développer sa présence. En marge du sommet, Li Keqiang va inaugurer jeudi un pont de 1,5 km sur le Danube à Belgrade et d'une valeur de 136,5 millions d'euros. Il s'agit du premier grand projet d'infrastructure chinois en Europe. Commander une grande frite chez McDonald's au Japon est impossible, du moins en ce moment. La filiale japonaise de la chaîne de restauration rapide est en manque cruel de frites, au point de devoir rationner ses clients. C'est un mouvement social dans des ports aux États-Unis qui est à l'origine de cette pénurie. Exit donc la grande frite de tous les menus, remplacée par une petite barquette systématique. Évidemment, le prix des menus sera réduit. En conséquence, assure la chaîne McDonald's Japon. C'est 3000 restaurants. La filiale japonaise a déjà souffert cette année d'un défaut d'approvisionnement de viande de poulet à cause des manquements sanitaires d'une usine de Chine. Avec 17 enfants, attention, avec 17 enfants à leur actif, Sue, 39 ans, et Noël Radford, 43 ans, possèdent la plus grande famille de Grande-Bretagne. Ils accueilleront bientôt leur 18e enfant et ce sera le dernier, selon le couple britannique, qui se fréquente depuis l'école secondaire. Sue est tombée enceinte pour la première fois à 14 ans. Son fils aîné Chris est âgé de 25 ans et attention, sa fille Sophie, 21 ans, a elle-même 2 enfants. La famille est propriétaire d'une boulangerie et ne manque donc jamais de pain et se targue de ne faire appel à aucune aide sociale pour faire vivre la famille. Les 60 paires de chaussures annuelles et les 9 à 11 rouleaux de papier de toilette quotidiens sont financés avec leurs propres deniers. Voilà. C'est sur cette note que l'on se quitte. Avant de refermer ce journal, regardez ensemble ces images tournées à Rovaniemi, le village du Père Noël en Laponie sur le cercle polaire. Chaque année, le Père Noël reçoit dans son bureau de poste plus de 800 000 lettres des enfants du monde entier. Le Père Noël et ses lutins lisent toutes les lettres reçues avec l'aide de ses assistants, les petits lutins. Et le Père Noël quittera Rovaniemi le 24 décembre. Au soir et commencera la tournée par la Scandinavie où les cadeaux sont traditionnellement distribués au réveillon. Il devra ensuite, selon une étude suédoise, visiter quelques 2,5 millions de foyers tout autour de la Terre. Pour rester dans les temps, il faudra donc que ces rennes courent à 5800 km par seconde et que chacun de ces arrêts ne dépasse pas les 34 microsecondes. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres. Massacre dans une école au Pakistan, au moins 130 morts, en majorité des écoliers. Il y a de nombreux blessés. Les 6 assaillants ont été tués. Le Premier ministre évoque une tragédie nationale. L'Australie sous le choc après la prise d'otage qui a fait 3 morts, dont le ravisseur. À l'heure du recueillement, beaucoup d'incertitudes demeurent quant au parcours et aux motivations du ravisseur. Les forces libanaises suspendent leur participation à la sous-commission sur la loi électorale. Le parti de Samir Jaja attend désormais la convocation d'une réunion parlementaire. Et selon le baromètre de Reporters sans frontières, en 2014, 66 journalistes ont été tués dans le monde, 119 ont été enlevés, 178 ont été emprisonnés, 40 demeurent retenus en otage. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. L'info continue. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.